Bonsoir. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. C'est en tout cas l'annonce faite aujourd'hui par le chef de l'État en Conseil des ministres. Les détails en tout début d'émission. Hors de nos frontières, au Bénin, à quelques jours de la présidentielle, il y a des incidents qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Nous y reviendrons. Et notre invité du jour a été récemment élu député de Yopougon aux dernières législatives. Il est enseignant-chercheur, il est également fils de l'ancien président Laurent Gbagbo. Michel sera en notre compagnie. Il sera question, entre autres, de l'activité parlementaire, de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et de ses rapports avec le FPI. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Bienvenue dans le Talk. C'est mercredi, c'est l'acte 3 de notre rendez-vous. Un rendez-vous qui marque l'entrée ce soir de Alain Toussaint et d'André Bois. Bonsoir, nouveau monsieur. squatter. Ouais, bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Bien. Vous êtes du même côté ce soir? Oui. C'est comme un face à face. C'est comme un face à face. Et en face de vous, vous avez deux charmantes dames, Madame Bleu et Sophie Aïda. En violet. En violet. Bonsoir, Brice. Bonsoir, madame. C'est un kimono, je l'ai reconnu. Oui, c'est Ah, un c'est pas kimono, pyjama. effectivement. Parce que moi, on avait dit, quand j'avais mis un kimono aussi, on avait dit que c'était un pyjama. Non, mais là, c'est Enfin. mais justement, j'apprends de mes erreurs. Quand vous m'avez dit que ça, c'est pas un pyjama, que c'est un kimono, chaque fois que je vois un kimono, je le reconnais. On l'a prise au saut du lit, hein, tu Ouais. sais. Je te reconnais, Alain, franchement. Je te reconnais. Ouais, il y a avec des traits, avec Ouais. tout ça. C'était pas très loin de la ceinture, hein, sa petite Non, remarque. tout à fait. Elle a même, le kimono a une ceinture. Ah, une ceinture Effectivement, en oui, une plus, ceinture. voilà. Je suis prête à Elle est attaquer à noire. tout moment. Elle est noire, la ceinture. Elle est noire, la Enfin, ceinture de enfin. Madame Bleu. On va démarrer maintenant avec le point saillant de l'actualité. C'est dans le live Actu. Rentrée des classes, on a envie de dire. Premier conseil des ministres aujourd'hui. Le président Ouattara donc, a fait une importante annonce. Mais déjà, on va s'intéresser à cette rentrée des classes, à cette rentrée des ministres. Premier conseil des ministres de Patrick Hachi. Effectivement, donc le tout premier conseil des ministres de son gouvernement, du gouvernement Hachi Patrick, avec la présence de tous les nouveaux nommés, donc que ce soit les anciens et les nouveaux. En témoigne aussi la photo de famille qu'on a vue circuler sur la page Facebook de la présidence de la République. Donc très bien placé, très bien positionné, prêt à travailler. On sentait de l'énergie en tout cas. Je pense que c'était dans une ambiance bon enfant mais studieuse. Et tu as parlé de rentrée des classes. On peut dire effectivement que ça ressemblait à une rentrée de classe, un peu comme une prise de contact entre un professeur et ses élèves. Donc le Premier ministre l'a dit et redit, ce gouvernement sera un gouvernement de mission et un gouvernement de résultats. On a vu également dans les prises de parole du président de la République qu'il appelle également ses ministres à plus de conviction dans le travail. Il a demandé également à ce que les dossiers soient traités avec célérité. Ça lui tient à cœur, traiter avec célérité et diligence, mais que ces ministres également soient au contact de la population et qu'ils soient humbles également. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Fait marquant de ce conseil des ministres, cette annonce du chef de l'État. Effectivement, donc à l'entame de ce premier conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a déclaré déjà qu'il s'inclinait pour la mémoire des victimes et qu'il avait donc une pensée pour ces victimes et leurs familles, donc les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Et il a fait cette importante déclaration. Donc Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de revenir en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Il a également précisé que les frais de voyage de Laurent Gbagbo et des membres de sa famille seront totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Donc les dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et des indemnités dues à son statut d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire.
Alain Toussaint, André Bois, Sophie Aïda, cette décision-là, on l'entendait un tout petit peu en coulisses. Hein. On disait que c'était la volonté du président, en tout cas, c'était un souhait. Et là, cette annonce-là vient un tout petit peu confirmer ce qui se disait un tout petit peu dans les coulisses. Oui, bien sûr que les premières informations qui ont fuité disaient que le président Alassane Ouattara était déjà favorable au retour de Laurent Gbagbo, puisque avant, ce que le gouvernement disait, c'est qu'il y avait eu un procès en cours à la CPI. Je pense qu'il ne restait plus qu'à être cohérent avec ce qu'ils avaient dit. Et le président l'a dit dans le cadre du conseil quand même des ministres. C'est la République. C'est une annonce officielle. Voilà, c'est une annonce officielle. Et pourquoi c'est très important, c'est que on sait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont condamnés ici même à 20 ans de prison chacun. Donc le fait que le président dise en plein conseil des ministres, c'est vrai, sans nous annoncer une grâce, etc., ça veut quand même dire que l'État accepte de le faire rentrer au pays. Donc on peut le penser, enfin politiquement on peut faire cette analyse-là. Très bien. Alors, moi je veux bien qu'on regarde la vidéo. Et avant, je parle avec Alain Toussaint de l'annonce. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'on peut noter 4 points dans cette annonce. Le premier point, c'est le point concernant les victimes. Donc déjà, c'est une forme de compassion qui est adressée aux victimes. N'oublions pas que le président aussi a également pris acte de la décision de la CPI. Très bien, donc ça va faire 5. Donc il a pris acte. Ensuite, pour les victimes, le soutien qu'elles continueront à être soutenues. Il y a aussi, avec André, on parlait tout à l'heure, de la décision. Oui, de la décision du chef de l'État d'annoncer cette annonce-là, que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis il y a l'autre information concernant la prise des conditions, donc la prise en charge des frais de transport. Attention à ce niveau, il y a une nuance, la prise. Il a bien précisé, en tout cas si on se réfère à ce qu'il a dit, il s'agit de la prise en charge des frais de voyage de Laurent Gbagbo et des membres de sa famille. Donc, maintenant, on avait eu une interview de Charles Blé Goudé. Blé Goudé ? Oui. On avait eu une interview de Charles Blé Goudé où il disait que si le président revient en Côte d'Ivoire, qu'il sera dans ses valises, voilà, il sera dans son sa famille. paluchon, Voilà. son baluchon. Il n'a pas dit sa famille, donc c'est un voilà. détail qui est très important. Ah si, c'est un ancien président de la République, donc il me semble que pour l'État, c'était bon de dire solennellement que le président de la République. Exactement. Je pense que c'est juste. Ça n'ignore pas le fait que Blé Goudé est un ressortissant ivoirien. Et puis s'il est indigent à l'étranger, forcément, l'État de Côte d'Ivoire le fait rentrer. En fait, pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Alain Toussaint, vous partagez le point de vue d'André Bois ? Oui, bien sûr. C'est rare, ça. Oui, c'est plutôt rare. Mais je pense que c'est le bon sens, en fait. Parce que déjà, Blé Goudé n'a pas demandé à être à la CPI. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a transporté aux Pays-Bas. Et s'il est acquitté, et comme il est acquitté plutôt, il reviendrait aux autorités, je pense, de le faire. Maintenant, il reste à savoir quel type de négociation Blé Goudé a entamé avec les autorités. En ce qui concerne le président Gbagbo, nous savons tous que depuis plusieurs mois, et son parti et des proches du président Gbagbo ont noué le contact avec le gouvernement, avec le président de la République et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc il y a déjà des canaux de discussion qui existent et sans doute que les contours de son retour
sont en train d'être négociés. Justement, Alain parlait du feu Premier ministre. Moi, je vois en tout cas cet acte comme un bel hommage. Un bel hommage qui est fait à feu l'ancien Premier ministre, parce qu'on se souvient notamment du coup de fil qui a eu lieu entre Laurent Gbagbo et feu Ahmed Bakayoko. Et pour moi, voilà, c'est un acteur fervent on va dire, de cette cohésion nationale. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme un clin d'œil. Je prends ça comme ça, par rapport à son implication. Et le fait qu'il soit parti, qu'on puisse voir ce dénouement, je pense que ça peut être très apprécié, en tout cas, auprès des personnes qui voient les choses de la même façon que... La question justement que les uns et les autres se sont posées, c'est cette fameuse condamnation de Laurent Gbagbo, cette condamnation à 20 ans de prison qui planait. À cet effet, il y a eu des réponses. Enfin. En tout cas du porte-parole du gouvernement, donc Amadou Koulibaly, qui répondait à la question d'un journaliste dont la préoccupation portait sur ce dont tu parles, donc la condamnation par contumace concernant les charges de braquage de la BCEAO. Et le porte-parole donc a répondu ceci: à moins que vous pensiez que le chef de l'État est particulièrement cynique, ça me paraît un peu gros d'offrir des frais de voyage à quelqu'un juste parce qu'on a envie de le mettre derrière les barreaux. Donc, tu as parlé c'est une forme de grâce, on pourrait dire, parce que déjà, annoncer qu'on est prêt à vous recevoir, que vous pouvez rentrer sans problème, qu'on prend en charge vos frais de voyage, et vous et votre famille, bon, je pense que ça ne se discute plus. Moi, personnellement, si ce message m'était adressé, j'aurais quand même eu un peu de réserve. Restons dans l'analyse politique, c'est-à-dire que ce que je tente de me faire comprendre, et Alain l'a dit tout à l'heure, c'est que voilà, c'est des personnalités qui ont été poursuivies aussi dans un cadre plus ou moins politique et pour dire dans l'espace public. Et donc quand la parole de l'État s'en empare, c'est une parole qui est assez claire. Enfin, l'interprétation me semble assez claire, parce que dire au palais présidentiel que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres de retourner venant du premier magistrat du pays, c'est assez clair. Quand ils doivent être arrêtés, on dit, si Laurent Gbagbo et ceux se présentent, puisqu'ils encourent une peine de prison, ils seront arrêtés. Je dis, c'est assez clair. Si ce n'est pas dit, il ne faut pas entendre le contraire. Vous êtes peut-être libre de rentrer chez vous, c'est votre droit. Peut-être rentrer chez vous et peut-être faire face à ce qui vous attend. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une réelle menace en ce qui concerne Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, parce que des engagements ont été pris, notamment par le président Ouattara lorsqu'il a été reçu par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Et quelque part aussi, le retour de Laurent Gbagbo est le résultat d'un travail de sensibilisation des autorités françaises auprès de leurs homologues de Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, on a rarement vu une personne payer des frais de voyage à une autre pour juste l'enfermer. Je pense que entre cette annonce et l'arrivée du président Gbagbo, il y a un certain nombre de décisions, sans doute, qui seront prises, ou peut-être qu'après son arrivée aussi, on verra ce qui va se passer. Mais je ne pense pas qu'il y ait une menace particulière. Peut-être que certains observateurs de la scène politique s'attendaient peut-être, en plus de cette déclaration qui a été faite, peut-être dans la continuité de cette déclaration, que l'annonce de cette grâce, de façon donc c'est pour ça, claire et visible, aurait pu être faite en fait. Sans couper, ce qui veut dire que quand on annonce que Laurent Gbagbo sont libres de rentrer, ça ouvre un agenda qui va être accéléré en fonction justement de leur volonté de rentrer. S'ils veulent rentrer demain matin, évidemment qu'il faudra prendre la grâce assez rapidement. S'ils veulent rentrer un peu plus tard, enfin... Voilà, après, c'est la politique. Je veux dire, on n'agit pas comme un technocrate. Il y a de la place pour la réserve. On n'agit pas comme un technocrate à la diplomatie. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. C'est des discours politiques. Et puis, on aura l'occasion certainement de poser la question à Michel Gbagbo, qui sera notre invité tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour dire à nos internautes qui nous suivent que leurs questions sont bien reçues. Et ils ont été très nombreux à réagir donc, sur le post, les emmenant. Donc,
à formuler des questions pour ceux qui le souhaiteraient. On espère qu'ils sont connectés. À notre invité, on espère qu'ils sont connectés. Ils sont très nombreux à être connectés sur notre page Facebook. Alors, avec vous, Sophie Aïda, le deuxième point de notre Live Actu, c'est à l'international. Au Bénin, à l'approche de la présidentielle, des incidents qui ont été rapportés dans plusieurs villes du pays. Exactement. Alors, les élections au Bénin arrivent à grands pas. Elles auront lieu le 11 avril prochain. Mais depuis le 5 avril, on peut observer des soulèvements, des manifestations dans plusieurs villes du pays venant de l'opposition qui est contre la prolongation du mandat du président sortant Patrice Talon. Alors, en parlant de ces manifestations, on parle notamment de biens brûlés qui appartenaient à des députés affiliés au pouvoir. On parle aussi de routes bloquées. Et puis, dans la commune de Savé, ou Savet, je pense, dans le centre-nord du pays, qui est, on sait, le fief de l'ancien président Yahi Boni, on a pu voir des jeunes en colère saccager un poste de péage. Alors, tous ces incidents font suite à un appel de plusieurs figures de l'opposition en exil dans des vidéos qui ont été diffusées le week-end dernier. Et puis, le Bénin, qui est quand même, qui a toujours été connu, on va dire, comme un pays où les habitants sont plutôt pacifiques et un pays qui a été longtemps salué pour sa vitalité démocratique, s'apprête aujourd'hui à vivre un scrutin inédit alors qu'aucune figure majeure de l'opposition n'est présente ou ne participera à cette élection. Donc le président sortant, Patrick Talon, a été élu en 2016, mais aujourd'hui il est accusé par l'opposition d'avoir verrouillé le processus, ce processus-là pour préserver sa réélection. Oui, je pense que ce qui se passe au Bénin est vraiment regrettable parce que M. Talon, lorsqu'il a accédé au pouvoir, avait incarné un certain nombre d'espoirs. Le Bénin, c'est quand même un modèle en matière de démocratie, de liberté. En tout cas, c'est... Pardon ? Vous parlez de stabilité aussi ? Oui, de stabilité, évidemment. Et il est arrivé avec, bien entendu, un certain nombre de promesses. Et puis, en fin de parcours, il cadenasse tout. Il arrête ses adversaires politiques. Et il y a eu une femme politique, Rekia Madougou, qui était à Abidjan début décembre ici pour présenter un livre. C'est une dame très active qui fait la promotion de la femme, qui fait la promotion des valeurs démocratiques, etc. Qui était ministre, qui était ministre. Et ils ont sorti un vieux dossier, soi-disant, de détournement de fonds pour la jeter en prison. Peut-être que vous ne croyez pas à tout ça, là ? Non, on sait comment ça marche. La mécanique, c'est toujours d'user de la justice et de la prison comme chiffon rouge pour museler l'opposition. Et je pense que le Bénin ne mérite pas cela. Et je le dis sincèrement parce que, vous savez, depuis 1990, on assiste quand même à une répétition de parodies de démocratie dans nos pays africains. Et le pire, c'est que ce sont les opposants, quand ils accèdent au pouvoir, qui font exactement le contraire de ce qu'ils avaient promis. Regardez un peu la Guinée avec Alpha Condé et d'autres pays encore autour de nous. Je pense que l'alerte doit être sonnée et le Bénin mérite mieux que ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Alors André, je sais que vous avez envie de réagir à ce que oui, dit tout à l'heure. Mais après la question que j'allais vous poser, est-ce que vous avez l'impression que c'est un remake de ce qui a déjà été vu dans d'autres pays africains que malheureusement le Bénin est en train d'expérimenter? Juste évidemment, au Sénégal et puis partout on joue avec la Constitution. Oui, c'est un remake puisque la Constitution a été retouchée par Patrice Talon. Ce qui est paradoxal, c'est que à la base, Patrice Talon était un partisan d'un seul mandat. Lui, il pensait, avant tout, c'est le roi du coton, Patrice Talon, donc c'est quelqu'un qui... sachant que la société est la principale société cotonnière d'Afrique, c'est même pas... Et donc vous imaginez que c'est quelqu'un de très important d'un point de vue économique, donc qui arrive dans un pays, tout le monde s'attend à ce que il consolide les avancées démocratiques du Bénin, ce qui n'est pas le cas, tripatouillage de la Constitution. Là encore, écoutez, on va dire, c'est pas bien grave, mais tous les autres opposants sérieux sont soit en exil, soit emprisonnés. Ça, on est retourné en arrière. Mais ça, c'était à une certaine époque. On a passé ces moments-là. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 candidats, excusez-moi, fantoches, qui vont l'accompagner. Donc, c'est une réélection qui est plus ou moins faite. Mais en plus, la Constitution a été changée dans des conditions extrêmement bizarres. À l'Assemblée nationale, il a mis une loi avec des systèmes de parrainage et ça a écarté, justement... les autres partis politiques qui n'avaient pas les moyens justement de réunir les parrainages, etc. Donc on est face quand même à une pratique
Ça, on peut s'accorder là-dessus, qui n'est pas très démocratique. Prochaine question pour tout le plateau. Que craindrait Patrice Talon? Vous l'avez dit, il est arrivé en portant les espoirs de nombreux Béninois. On peut peut-être estimer qu'en un an, il n'a peut-être pas accompli l'ensemble des chantiers. Un mandat. Un mandat, pardon. de Il n'a pas forcément accompli l'ensemble des choses qu'il voulait faire. Est-ce que ça le mettrait en difficulté pour pouvoir affronter d'autres adversaires? C'est ça aussi, je pense, le danger aussi. Qu'est-ce qu'il craint? Le danger Qu'est-ce qu'il populiste. craindrait pour pouvoir, selon votre schéma... Mais c'est de perdre le pouvoir, tout simplement. C'est ça le danger aussi des promesses populistes que, voilà, lorsqu'on est à la recherche du pouvoir, lorsqu'on va accéder au fauteuil présidentiel, des promesses qui peuvent même parfois être démagogiques parce que concrètement, un mandat, je pense qu'en un mandat, peut-être qu'on n'a pas la possibilité de montrer ou de prouver ce qu'on aurait pu faire. Il faut peut-être un deuxième mandat pour pouvoir consolider ses acquis. Mais promettre et être le partisan d'un seul mandat alors qu'on cherche à se faire élire. On se dit qu'on a tous les atouts, bon, on est jeune, on vient du monde des affaires, on a du cash et tout. Le Bénin attend un nouveau souffle et on promet ce genre de choses. Mais finalement, on revient toujours au fait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et c'est à ça qu'on se retrouve finalement aujourd'hui avec un talent qui est en train de faire une entorse à la démocratie. On n'est pas dans le décryptage où on pourrait s'empoigner un peu, mais non. Là, on n'est pas... Ça te démange. Pour dire que l'annonce, il aurait pu la faire et ne pas forcément peut-être se présenter dans... Non, c'est pas le fait de toute façon, ce n'était pas marqué dans la Constitution. Il a dit... Qui autour, vous trouvez? Non, en fait, il a dit pendant la campagne qu'il ferait un seul mandat en cas d'élection. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. À la limite, il peut faire autant de mandats que le permet la Constitution. Mais on ne change pas les règles du jeu pour empêcher que puissent concourir d'autres opposants. Ce n'est pas normal. Et le risque aujourd'hui, c'est de voir un pays qui est embrasé avec des biens économiques, des biens particuliers qui sont détruits. Et lui, bien entendu, il n'aura de compte à rendre à personne. Tout ce qu'il pourra faire, c'est sortir sa police pour réprimer les personnes qui manifestent. Et justement, en parlant de ça, tu vois, moi, ce que je trouve dommage, et quand on regarde les images, c'est que c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. C'est les jeunes, des jeunes qu'on a sollicités, qu'on a poussés à aller et à risquer leur vie, à saccager les biens de leur pays qui leur appartiennent au final. Donc c'est dommage. Attends, pour finir mon propos sur... Edith parlait de la saine appréciation de la réalité. Je dis non, la politique, la saine appréciation de la réalité, c'est respecter aussi les règles du jeu. Bien sûr. Ici, le Bénin est un pays où très souvent les coalitions ont fait ou défait les derniers présidents. On sait ce qui s'est passé avec Nicéphore Soglo, ce qui s'est passé avec le président qui était là avant, Mathieu Kérékou, etc. Donc, après, Yahi Boni. Donc, ce qui se passe, c'est que une fois qu'il est au pouvoir, qu'il ne respecte pas ses engagements économiques, ce n'est pas bien grave. Mais si vous n'avez plus d'alliés politiques, c'est sûr qu'à un certain moment, vous avez un risque de perdre l'élection. Et donc, au lieu d'avoir des alliances politiques, on va plutôt écarter complètement par des moyens de la Constitution tous les opposants. C'est ça qui est dommage. C'est à ce moment-là qu'on passe du technocrate Patrice Talon qui vient du monde des affaires, du business, au politique qui joue avec les manettes, qui joue avec ses marionnettes et qui essaie de se positionner. Donc ça répond à la question de Brice. On n'est plus dans une technocratie, on est maintenant dans une technocrature. Voilà, le technocrate qui devient dictateur. Et ça, je le dis, et je non, mais on le dit parce que nous sommes... Oui. C'est-à-dire qu'il faut applaudir les pays africains qui avancent sur le chemin de la démocratie. On a vu comment le Sénégal est en train de plonger. Et étrangement, ce sont les deux pays qui étaient des modèles qui aujourd'hui connaissent ces crises-là. Donc il faut rapidement que l'on dénonce cela et que quelque chose soit fait. Ça sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne notre Life Actu. Nous allons bientôt recevoir notre invité. Michel Gbagbo nous a rejoint sur le plateau. Il est enseignant-chercheur et député fraîchement élu de Yopougon. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Michel Gbagbo, la journée 31 mars a marqué l'acquittement définitif de votre père, Laurent Gbagbo. Retour sur cette journée. Comment vous l'avez vécu? Écoutez, pour moi, en tant que fils, ça a été un moment de joie, un moment de pur bonheur. Ça a été vraiment extraordinaire. Je pense que c'est pour ça, peut-être que vous me posez la question. Mais au-delà de ça, il me semble que pour toute la nation ivoirienne, c'était un événement important, parce que ce procès avait quand même duré peut-être un peu trop. Ce procès peut-être n'aurait pas dû avoir lieu, je le dis comme je le pense. Et donc voilà, nous avons là l'opportunité aujourd'hui
de tourner la page. J'estime que vous étiez très confiant quant à l'issue de ce procès. Alors, quels ont été les premiers mots que vous avez changés avec votre père à l'annonce de cette décision-là? Il m'a dit, finalement, j'ai gagné le procès dans le fond comme dans la forme. Et puis ensuite, bon, nous avons ri et, comme je vous l'ai dit, c'était du pur bonheur, quoi, familial. Et l'information est donc tombée aujourd'hui en Conseil des ministres. Laurent Gbagbo et Blé Goudé peuvent revenir en Côte d'Ivoire comme ils le souhaitent. Comment vous avez accueilli la décision? Je pense que les mots du président Alassane Ouattara en fin de Conseil de ministres sur ce sujet vont dans le sens de la réconciliation, de l'apaisement. Ces mots sont aussi en totale adéquation avec les textes de loi en Côte d'Ivoire. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ça augure de quelque chose de positif. Est-ce que ce n'est pas juste une suite logique? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des tractations en cours pour arriver à cette annonce? Est-ce que vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris. Je dirais que j'ai été agréablement surpris par cette déclaration. Maintenant, on reste dans le domaine de la politique. Il faut saluer ce qui est positif. Il faut saluer cette avancée. Il y a quelque temps, on n'aurait pas entendu ce genre de phrase. Et puis, il faut voir maintenant ce qui va se dérouler réellement. En tout cas, pour l'instant, juste pour terminer, pour l'instant, le président Gbagbo effectivement a été acquitté, le ministre Blé Goudé aussi. Rien ne s'oppose donc à ce qu'ils rentrent donc tous les deux en Côte d'Ivoire et c'est ça qui est fondamental à retenir. Jean-Michel, tout à l'heure que vous avez dit sur ce point, avant de passer la parole à tout ça, sur ce point, pourquoi vous avez précisé? Nous sommes un parti d'opposition et sur de nombreux points, nous ne sommes pas en accord avec le gouvernement. Très bien. Alain Toussaint. Michel Gbagbo, vous disiez à l'instant, vous parliez à l'instant de réconciliation. Qui dit réconciliation, quand on sort d'une situation de crise, dit aussi justice et vérité. Alors, le président Gbagbo et le ministre Charles de Blé Goudé ont été transférés à la CPI à la suite des événements de 2010-2011. On parle de 3000 morts. Aujourd'hui, il s'avère que les deux personnes mises en cause sont acquittées. Est-ce que vous ne ressentez pas un malaise quand même par rapport à ce qui s'est passé dans le pays, qui aurait pu donc enlever la vie à ces milliers de personnes, selon vous? Puisque les coupables présumés ne le sont plus. Je commencerai, puisque vous abordez cette question assez délicate, je commencerai par présenter mes condoléances à toutes les familles de victimes. Dans le même temps, je commencerai aussi par dire merci à ceux qui m'ont permis d'être parmi vous ici, en tant que député de la nation. On a quand même eu du ressort pour continuer la vie sociale et la vie politique en Côte d'Ivoire. Concernant votre question, oui, aujourd'hui, le Front populaire ivoirien, le PDC-RDA se sont réunis dans une coalition et cette coalition a pour but de promouvoir la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est un projet fondamental. Nous attendions que le RDR, devenu RHDP, nous rejoigne sur cette question. Et je pense que par la déclaration du président Alassane Ouattara tout à l'heure en fin de Conseil de ministres, quelque chose commence à être fait et nous commencerons tous à nous entendre. Et donc c'est très très bien tout ça parce que finalement nous allons tous aller, si on continue dans cet élan, nous allons tous aller vers un processus de réconciliation. Il serait temps, et là je enlève la casquette du politicien, je parle comme vous, donc quelqu'un de votre génération, je sens que nous sommes tous à peu près les mêmes. Je pense qu'il serait temps que le président Bédié, que le président Ouattara, que le président Gbagbo se parlent enfin pour qu'on puisse aller de l'avant. Ceci étant, juste pour compléter, deux choses. Nous avons eu un ensemble d'institutions en charge du processus de réconciliation. Ces institutions ont quand même montré leurs limites. Fondamentalement, je pense que c'est parce qu'elles ont été gérées quasiment comme des structures non autonomes et dépendantes du gouvernement. Il va falloir revoir ça. Deuxième chose, je pense aussi que cette crise n'a pas réellement commencé en 2010. On peut même la ramener, si on veut, en 2002. Et donc, il faudrait qu'à un moment donné, tous les acteurs civils ou politiques puissent s'asseoir, notamment donc en Côte d'Ivoire, et réfléchir sur l'ensemble des crises que nous avons connues. Parce que dans le fond,
dans le fond, lorsqu'il y a des morts et lorsque Gbagbo de son côté ou Charles Blé Goudé de leur côté, de son côté sont persécutés, on en entend parler parce qu'ils sont connus, mais les autres morts, les autres blessés, on n'en entend pas parler parce que ce sont des gens qui sont souvent des personnes lambda. Donc dans le fond, la question de l'impunité en Côte d'Ivoire reste posée et n'a pas encore été réglée. Les lois d'amnistie, c'est une chose, mais... vous ne voulez pas que je développe plus en avant? Je me tiens donc à votre disposition pour le reste des questions. Oui, très bien. Vraiment, à vous entendre, on sent que pour vous, la question de l'impunité est cruciale dans la fondation de notre vivre ensemble. Qu'est-ce que concrètement vous proposez? Parce que c'est bien, on se réjouit que le président Gbagbo soit libéré, et là, elle impose la question. Du coup, on se tourne vers qui quand on a eu autant de blessures individuelles et collectives? Donc, c'est quoi la proposition aujourd'hui de Michel Gbagbo et de son courant politique pour régler cette question cruciale? Alors, je parlais de personnes de génération, je reprendrai donc la même expression. Nous tous à cette table, en dehors, je pense, de l'indépendance de 1960, là, en dehors de ça, je pense que nous avons tous vécu la même chose. Nous avons tous vécu 90, nous avons tous vécu le multipartisme, nous avons tous vécu le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, nous avons tous vécu la session du président Gbagbo, et puis ensuite 2010, et puis la guerre, vous voyez. Donc fondamentalement, oui, la question de l'impunité reste posée parce que jamais les politiques ne se sont arrêtés à un moment donné pour nous retransmettre notre vérité, notre histoire. Oui. Ce que l'acquittement du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé nous donne comme premier signe, c'est celui-là. C'est que finalement, on a présenté ces personnes comme étant des bourreaux. On nous dit aujourd'hui, ben, voilà, ces personnes sont innocentes. Sur ça, une précision quand même. Ces personnes sont innocentes par rapport au chef d'accusation. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je vais juste terminer. Ces personnes ont été présentées comme donc les bourreaux et ces personnes aujourd'hui ont été déclarées innocentes par une justice impartiale, par une justice internationale. Voilà. Tous les procès qui ont été intentés par le gouvernement ivoirien à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ont été perdus. L'essentiel des procès qui ont été intentés en Côte d'Ivoire par le gouvernement ivoirien ont été gagnés. Donc il y a une question. Seul le procès contre la première dame Simone Gbagbo pour crime de sang là, a été perdu par le gouvernement. Mais juste après, tous les magistrats ont été balayés et puis renvoyés à des postes subalternes, des postes de sanctions. Voilà. Donc il y a le problème de l'indépendance de la justice se pose, le problème de la vérité se pose, le problème de la gestion des réparations se pose. Il y a comme ça tout un ensemble de questions qui se posent. Et pour moi, ce n'est pas tellement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est déjà de pouvoir tous s'asseoir à une table et de servir la vérité aux Ivoiriens. Déjà, servons-leur la vérité, parce que la vérité, c'est déjà la base du processus de réconciliation, de réparation, etc. Or, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé. Alors, et c'est là la question. Michel Gbagbo, vous parliez d'un ensemble de choses qu'il faut sans doute révisiter. Est-ce que vous mettez au nombre de ces choses-là la pratique de la politique? Parce que s'il y a des violences, c'est parce qu'il y a parfois des discours haineux, des discours qui attisent les conflits entre Ivoiriens et qui ont conduit, entre autres, aux milliers de morts de 2010-2011 et à ceux de 2002 à 2010. Est-ce que vous estimez que justement, parce que je parlais tout à l'heure de l'acquittement, qui crée quand même un malaise, qui interroge, qui interpelle, qui pose des questions, est-ce que les politiques, au travers ou à travers les discours qu'ils tiennent, sont aussi comptables de ce qui s'est produit dans le pays? Parce que les gens ne se lèvent pas pour manifester, pour s'entretuer. C'est forcément le résultat de messages, de discours qui sont envoyés ici et là. Et on citera entre autres les appels au boycott de temps en temps qui ont été souvent relayés et qui ont été à la base pour certains, en tout cas selon certaines analyses, à la base de quelques violences ou des violences qu'on a connues dans ce pays. Alors il ne faut pas mélanger les choses et si vous le permettez, je vais séparer vos deux questions. En fait, toute théorie visant à classer les êtres humains selon leur race, leurs origines, leur religion, évidemment, sont des théories exclusionnistes. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, l'ivoirité, ou ce qui a été appelé plus tard le rattrapage, qu'en termes scientifiques on a appelé le nordisme ou le soudanisme, etc., ce sont des théories qui se valent. Et ce sont des théories, finalement, qui visent à exclure au profit d'un camp qui veut, en général, asseoir
C'est un pouvoir sur des richesses économiques, sur des richesses politiques, et on l'a vu dans le monde entier, et pas simplement en Afrique. On a vu ce que ça produit comme dégâts. La particularité de ce qui se passe chez nous, c'est que ce genre de théories finissent par déboucher sur des conflits politiques, puis des conflits électoraux qui se transforment eux-mêmes ensuite en conflits ethniques, tribaux, etc. Ce qu'on appelle la guerre intime. C'est ça. Voilà. Donc il faut rejeter cela et il faut revisiter le discours politique et vous avez parfaitement raison. Monsieur, la question que vous avez posée, par contre, me semble légèrement différente. Vous voyez, en 1990, nous avons eu le multipartisme. Certes, des facteurs extérieurs ont favorisé le multipartisme, mais il a fallu également qu'à l'intérieur, il y ait des gens qui travaillent dans la clandestinité pour faire promouvoir cette opinion que dans un État, chacun peut avoir son idéologie, chacun peut avoir son idée, chacun peut avoir son candidat, etc. Et ce sont ces facteurs conjugués là qui nous ont donné le multipartisme et qui ont fait que le président Gbagbo a été considéré longtemps en Côte d'Ivoire comme le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Pour le FPI du président Laurent Gbagbo, l'élection est le moyen idéal pour accéder au pouvoir. Je n'ai pas dit la rébellion, et je ne veux pas même critiquer autrui, je vais en rester là. C'est notre mode d'accession au pouvoir, et on dit transition pacifique à la démocratie. D'accord ? Alors il peut arriver que dans un processus électoral, il y ait des dérapages parce qu'il y a des insuffisances criardes qui minent même ce processus. En 1995, il y a eu un boycott actif. En 2020, il y a également eu la désobéissance civile dans le cadre de l'alliance entre le PDCI-RDA et le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, etc. Voilà. Souvent, ce sont des appels à un peu plus de maturité, ce sont des appels à un peu plus de discussion, ce sont des appels pour que les élections soient un peu plus républicaines. Mais en réalité, c'est comme les deux côtés d'une même pièce. C'est une forme de participation aux élections, mais ça ne signifie pas que l'élection n'est pas le mode d'accession au pouvoir. Nous, en tout cas, nous promouvons le processus électoral comme seul mode d'accès au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la question que M. Alain Toussaint, que je connais, donc, a posée sur l'ivoirité et autres, qui sont des abus de langage et qui sont des raccourcis anthropologiques et scientifiques absolument dénués de tout fondement. Très bien. On va justement aborder la question des législatives. Et Edith Brou, votre question est certainement relative à ce thème-là. Effectivement, Michel Pabot, vous avez parlé de boycott à un moment donné. On sait que l'Assemblée nationale est le lieu où se prennent les décisions et on sait également que pendant une dizaine d'années, votre parti politique a boycotté toutes les élections. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Non. Voyez-vous, nous avons toujours défendu le droit de vote et la participation électorale comme moyen d'accession au pouvoir. Simplement, et vous le savez sans doute comme moi, depuis 2011 notamment, notre parti a traversé des moments extrêmement difficiles et l'essentiel de nos cadres était soit en exil, soit en prison. Il y a eu une évolution majeure à ce niveau-là, et à un moment donné, en 2018, le congrès de Mossou a estimé qu'il était temps que nous reprenions donc le chemin de la compétition électorale, et donc c'est ce que nous avons fait en présentant un candidat, donc en la personne du président Laurent Gbagbo, pour les élections donc présidentielles de 2020. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis à ce moment-là, en 2018 ? Alors, comme je vous l'avais expliqué pour annoncer un peu le contexte, nos cadres, ceux qui sont susceptibles d'être candidats, après 2011, étaient majoritairement en exil ou en prison. C'était donc difficile de compétir. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu facile? Oui. Michel Gbagbo, on sait quand même que le FPI, ancien parti d'opposition, qui a mené le combat pour l'acquisition d'un certain nombre d'acquis démocratiques, pour installer le multipartisme dans le pays, regorge quand même des cadres. Et la nature, c'est vrai, a horreur du vide, mais vous ne pouvez pas dire que, comme il y avait des militants en exil, alors vous ne pouviez pas être aux élections. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu court comme argument? Sur cette question, le paradoxe, c'est que vous dites ça, mais en même temps, vous mettez un candidat qui est en prison, en l'occurrence Laurent Gbagbo, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous le permettez, en 2020, le président Gbagbo était acquitté
quand il a été présenté aux élections présidentielles. Mais l'affaire courait toujours quand même. L'affaire. Je rectifie juste ce que vous avez dit. D'accord. Il était donc acquitté, il avait tous ses droits et donc il avait la capacité juridique d'être candidat. Ça, ce sont les faits. Ce qui n'était pas le cas en 2011. Et donc, comme je vous l'ai rappelé, l'essentiel de nos cadres était en exil. Et je ne vais pas revenir sur toutes les difficultés que nous avons traversées. Mais à ce moment-là, il n'était pas pratique pour nous. Il n'était pas pratique pour nous de candidater aux différentes élections. Par contre, dès 2018, le Congrès, dit Congrès de Mossoul, a décidé que nous étions maintenant en mesure de reprendre le chemin de la compétition électorale, des urnes, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons présenté le président Gbagbo comme candidat aux élections présidentielles. Bon, malheureusement, sa candidature a été refusée, mais plus fondamentalement, parce que nous sommes toujours en train de tracer le contexte, il s'agissait d'une élection qui ne pouvait pas avoir lieu, simplement parce qu'elle était anticonstitutionnelle et que nous recusions au président sortant, Alassane Ouattara, le droit de violer cette constitution. Très bien, il faut qu'on vous relance un tout petit peu. Oui, faut qu'on vous relance. Alors, excusez-moi, on ne veut pas vous arrêter, Michel. Non, mais moi, je vais simplement, et je comprends vos besoins, mais je vais simplement terminer. Parce qu'on a beaucoup de questions. Oui, mais je suis à votre disposition. Très bien. Mais je vais simplement terminer de fournir pour les téléspectateurs, finalement, la réponse que vous avez, à la question que vous avez soulevée. Et donc, il y a eu donc la désobéissance civile. Et puis, en 2000, il y a je crois un mois, là, le mois dernier, donc nous avons, conformément donc aux décisions donc de ce congrès, décidé donc de participer donc aux élections législatives. C'est ce qui a été fait. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Il y a eu une période de boycott, et puis ensuite, il y a une période de participation aux élections. Il y a quelque chose de fondamental qui s'est ajouté à ce processus, mais c'est quelque chose que vous tous vous avez constaté. Et vous avez soulevé ça tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, le président Laurent Gbagbo était en incarcération, en situation d'incapacité juridique. Le parti était sous le poids de nombreux... À ce moment, il fallait promouvoir un autre cadre du FPI. Bon, je sais que c'est ce qui a créé la dissension. Le camp AFI, bon, vous parlez du FPI, on sait qu'il y a le camp AFI. Finalement, avec votre participation et tout ce qui s'est passé, on peut dire qu'ils avaient raison. Ils ont eu raison trop tôt, parce qu'au final, vous avez participé à ces élections. Je suis content de vous voir aussi animé que ça. Et ça montre que finalement, notre parti est important pour le jeu politique en Côte d'Ivoire. Ah ben oui. Tout à fait, et ça, vraiment, je vous remercie. Oui, il y a eu effectivement deux positions qui se sont détachées. Il y a eu celle qu'on a appelée celle des pragmatiques, qui ont obéi à un principe philosophique qui est le respect du principe de réalité. S'adapter à la situation, voilà, et essayer de faire avec. Et puis, il y a eu une autre position, celle des théoriques, des dogmatiques, qui se sont attachés, conduits par le président Sangaré Abdourahmane, qui se sont attachés à ce qu'on appelle la réalité des principes. Le principe de souveraineté, d'indépendance, de non-ingérence de l'exécutif dans les partis, etc. etc. Voilà. Et qui sont devenus d'ailleurs ceux-là, plus tard les GOR. Voilà. Aujourd'hui, la question n'est pas de juger rétrospectivement. Aujourd'hui, la question, elle est double. Premièrement, il faut féliciter les GOR, les remercier, car ils ont tenu pendant toutes ces années, alors qu'on leur disait que jamais le président Laurent Gbagbo ne reviendra en Côte d'Ivoire, que jamais Charles Blé Goudé ne remettrait les pieds en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, par conviction idéologique, par attachement à leurs leaders respectifs, ont tenu, et ils ont eu raison de le faire. Aujourd'hui, on leur a démontré... Excusez-moi, vous me pardonnez à une petite intervention, s'il vous plaît. Je peux tout vous pardonner, mais laissez-moi terminer. Mais je veux bien que vous terminiez, mais on va surtout expliquer à nos téléspectateurs que nous avons moins de 10 minutes et nous avons une dizaine de questions. Alors, on veut bien que vous, de façon magistrale, que vous démontriez le plus du moins, mais tenez compte également du fait qu'on a d'autres questions à vous poser. Je vous le permets, mais je vous remercie d'avoir traité mon propos de magistrat. C'est gentil. Je vous en prie. Voilà, donc allez-y. Juste à vous relancer, vous parliez tout à l'heure donc
donniez les raisons pour lesquelles le FPI a boycotté les différents scrutins. Il y en a eu environ 6 ou 7 depuis 2011. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes bien représenté au Parlement? Vous avez, je crois, 18 députés. Est-ce que cela représente le poids réel du FPI? Alors, la question se pose peut-être différemment. Parce qu'il faut la voir de manière un peu plus globale. Vous avez Afin Guessan, 2 députés. Vous avez EDS, ancien FPI, Gore, qui s'appelle EDS. C'est ça. 18 députés. Vous avez 26 indépendants qui vont se repartir entre différentes tendances. Vous avez l'UDPCI, 8 députés, etc. Du point de vue donc de l'EDS, 2 questions se posent, mais qui se résument toutes en une seule. Comment tirer la leçon de tout ce qui s'est passé? Qu'on peut subdiviser en une autre question. Comment tirer les leçons de ce qui s'est passé juste récemment, qui fait que malgré notre représentativité sociologique, nous n'avons obtenu que 18 députés. Très bien. Je dirais même que, pour être plus précis, 17 députés, parce que le député de Grand Bérébi vient de se voir notifier qu'il va recompétir dans quelques temps. Donc, disons 17 députés. C'est ça. Il nous faut donc, de manière scientifique et puis de manière rationnelle, dire nous avons été absents pendant 10 ans. Aujourd'hui, nous n'avons que 17 députés sur 249, parce qu'il y a 6 députés qui vont passer, qui vont recompétir. Donc nous n'avons que 17 députés sur 249. Le PDCI-RDA n'a eu que 67 députés, etc. Il nous faut donc redéfinir notre stratégie, réfléchir et puis voir quelles leçons tirer de tout ça avec le retour du président. Je vais juste le relancer, parce que j'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de poser la question. Simone Gbagbo, l'ex-première dame, a annoncé l'organisation le 11 avril prochain d'un rassemblement devant le domicile, je cite, du couple Laurent Gbagbo à la Rivera. Êtes-vous informé d'une telle réunion? L'approuvez-vous? Y serez-vous présent? Et puis c'est un peu délicat pour vous, fils. En même temps, aujourd'hui, vous êtes homme politique, mais nous, on vous pose la question. Vous, en tant qu'homme politique du FPI, comment ça se passe au regard de ce qu'on peut appeler une dissension à naître entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo? Enfin, vous devez avoir bien une position. Vous voulez qu'on soit obligé de grouper les questions maintenant avec vous, Je vais pas en rajouter. Alors, honneur aux dames, je vous en prie. Madame. Allez-y. Juste pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait une réunification entre les deux tendances FPI Vous voyez, les dames ont cette capacité de nous rassembler et la question qu'elle a posée, est-ce que nous pensons qu'il y a une réunification entre les deux tendances du FPI, finalement résume tout. Alors, je vais répondre à 2 questions fondamentales. Premièrement, l'annonce de Mme Simone Gbagbo, je n'en ai pas encore connaissance parce que je viens d'arriver d'un voyage à l'intérieur du pays. Cependant, il s'agit de la 2e vice-présidente du parti. Et la date que vous m'annoncez là, le 11 avril, est une date commémorative de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire tout entière, quels que soient les bords. À la Côte d'Ivoire tout entière, le 11 avril. Je pense que ce sera l'occasion pour tous de s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont eu à souffrir de cette guerre, quel que soit leur bord politique ou religieux ou ethnique, comme on veut. Ce sont tous les Ivoiriens qui ont souffert. Et à un moment donné, il faut qu'on en parle. Alors, merci pour cette affiche. Et elle est en toute légitimité. Moi, je me souviens que nous étions sous les bombardements, que j'étais avec toute la famille. Je me souviens de tout ce que j'ai vécu, mais je n'oublie pas qu'à l'extérieur, et qu'à l'extérieur de cette résidence-là, des gens souffrent. Et il est temps qu'à un moment donné, on puisse se rassembler et puis pleurer un peu tout ça et puis très bien. Sur la question, Michel Gbagbo, sur la question du FPI. Mais juste pour terminer, sur la question de la dame, parce que quand même honneur aux dames, oui, je suis effectivement d'accord avec elle. À un moment donné, avec le retour du président Laurent Gbagbo, il faudra que nous trouvions les moyens de réfléchir, de faire l'analyse rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis 2010, de faire un bilan et puis de retracer, si nous voulons continuer le combat politique pour la justice et la souveraineté, de faire des propositions. Nous sommes au FPI, donc là je réponds un peu à vous deux, nous sommes au FPI, moi Michel Gbagbo, Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, là, nous sommes au FPI, ça va être la même famille et tout, mais nous sommes chacun des forces de proposition et nous avons une ligne hiérarchique
qui est très très clair à l'intérieur du parti. N'oublions pas Afine Guessin. Non, je parle Ok, là de leurs Ok, deux questions. ok. Bah, la question, Voilà, c'est- Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, ça prend un peu de toi là. Voilà. Chacun de nous est une force de proposition, mais chacun de nous a une place dans la hiérarchie du parti et nous fonctionnons comme ça. Je vous remercie. Alors, Michel Gbagbo, vous êtes, je dirais, honorable Michel Gbagbo, vous êtes désormais député. C'est quoi la suite? J'ai annoncé, je le confirme, hein, que la mairie de la circonscription de Yopougon, et j'en profite pour remercier tous nos parents et nos amis et nos électeurs de Yopougon, pour annoncer que cette mairie était en téléchargement. C'était un jeu de mots, jeune, pour dire qu'effectivement, il n'est pas exclu que nous puissions compétir pour les élections municipales. Voilà. Le reste, on verra. Pour l'instant, concentrons-nous durant les 2 années qui viennent à recevoir le président Gbagbo et puis à gérer cette législature. Vous parlez d'idéologie. Attendez, sur ça, sur votre engagement politique, et permettez-moi, Alain, sur votre engagement politique, vraiment, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas un membre de la famille Gbagbo, son fils, qui se lancerait dans la politique. Est-ce que les critiques ils pensent que c'est aussi un héritage ou que vous êtes allé à Yopougon de façon un peu facile, comme s'il fallait vous passer le flambeau sans lutter? Est-ce que ces personnes-là ont raison de dire ça? C'est un peu comme si vous étiez un fils à papa. Est-ce que ça, c'est une critique qu'on peut vous faire? Oui, l'expression fils à papa est utilisée dans le domaine notamment des affaires. Ça ne se prête pas trop à la politique, mais oui, je comprends cette question. Un mot. Si je cherchais la facilité, j'aurais été candidat à Roagayo. À Roagayo, pas à Yopougon. Ah, croyez-moi, 1200 bureaux de vote à Yopougon, ça n'a pas été facile du tout. Cependant, c'est vrai que Yopougon a été longtemps considéré comme le fief du président Laurent Gbagbo. Et c'est en réalité, parce que vous ne savez sans doute pas, là où j'ai fait toutes mes armes politiques depuis toujours. Ah. Et donc voilà. Et c'est... Oui, parce que mon principe est le suivant. Chaque homme politique doit avoir un terroir, une espèce de jardin qu'il cultive, mais doit avoir un terroir sur lequel il s'appuie. Le mien, c'est Yopougon. Vous avez toujours milité à Yopougon? Toujours. Alors, et c'est pour ça que j'ai été choisi par la fédération donc, de Yopougon parmi ceux qui ont candidaté là, et que je suis très heureux de pouvoir porter la voix des gens de Yopougon, la voix de 100 voix à l'hémicycle. Est-ce que justement la voix de ces 100 voix-là qui vous regardent, vous êtes la voix, mais ces 100 voix-là qui vous regardent, est-ce que vous pouvez les regarder aujourd'hui pour leur dire si vous serez ou pas candidat à la prochaine élection, aux prochaines municipales à Yopougon? Il a dit. Je pense que j'ai répondu déjà à cette question. J'aimerais bien que... Parce que la je le question- redise. Alors, pour utiliser le langage jeune, oui, j'ai l'intention d'être candidat, mais pour le moment, laissons venir les choses et concentrons-nous sur la gestion de la députation pendant les 2 ans qui viennent. Je vous rappelle que les municipales auront lieu dans 2 ans. Et donc, on va avez se le temps de préparer. préparer Voilà, une on a le temps décision. de préparer une décision formelle. Très bien. Michel Gbagbo, D'autant plus que chez nous, c'est un processus interne de sélection et de décision. Très Et bien, ça que fait il partie de la s'agit préparation, pas- ça fait partie de la Voilà, il ne préparation. s'agit pas d'annoncer comme ça. C'est bien Michel compris. Gbagbo. Merci Michel. Vous parliez tout à l'heure du retour de Laurent Gbagbo. Oui. Nous avons appris que vous étiez dans la région de Gagnoa. C'est pour préparer son retour. Comment vont les préparatifs, l'arrivée du président Gbagbo dans la région? Surtout cette célèbre maison de Mama, il en a parlé même à la CPI. Donc, comment les choses se passent? Le Sans trahir de secret. On sait qu'il y a des travaux qui y sont effectués, etc. Donc, ça va, ça avance. Écoutez, pour être honnête avec vous, le président Laurent Gbagbo n'a pas de problème de résidence en Côte d'Ivoire. À Abidjan, comme dans son village. Je ne pourrais pas en dire plus, mais voilà, il n'a pas de problème de résidence, ni à Abidjan, donc ni dans son village. Je voudrais qu'on revienne sur vous très rapidement. Vous êtes parti quand même de France et vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire alors que bon, votre père n'était pas encore dans les ordres de la République. Pourquoi à ce moment-là? C'était un choix quand même un peu difficile, même d'un point de vue familial, ce n'était pas si évident. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que ça correspond à la trajectoire que vous vous êtes fixée? Vous vous êtes dit, finalement, je vais m'engager comme mon père, ou vous étiez venu juste pour soutenir un peu papa? Le sens de votre question, est-ce qu'elle est biographique ou politique? Un tout petit peu, les parce- deux. Les deux, parce Oui. que si c'est une question d'ordre biographique, j'ai eu l'entrée en 6e à EPP Château d'Eau à Cocody, Ça, c'est intéressant. juste au niveau du château de la Cité Rouge, là. Ouais.
J'ai eu le bac au lycée technique d'Abidjan, un bac G2, et puis j'ai eu mon doctorat à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui s'appelait avant l'université de Cocody. C'était mon parcours scolaire, universitaire, pour l'essentiel, a été fait ici. Donc pour vous, il y avait un attachement? Oui, la petite parenthèse que j'ai faite était liée au fait que, bon, mais à un moment donné, le président est parti en exil, et à un moment donné, donc j'ai juste rejoint avant de revenir. Voilà, c'est tout. Donc ma vie, c'est vraiment une vie d'ivoirien, je dirais. Mais je ne renie en rien mes sources françaises. Michel Gbagbo, juste d'un mot, vous avez appris comme nous la constitution d'un nouveau gouvernement. Oui. On sait qu'il y avait des discussions entre le pouvoir et certains opposants ou certains partis d'opposition. Avez-vous été approché officiellement ou officieusement? Et nous avons appris par exemple qu'un ancien ministre du président Gbagbo avait été lui-même, enfin en tout cas avait sollicité les autorités pour faire partie du gouvernement. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été approché? En général, sur ces questions, il faut faire très 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 attention parce que nous avons le gouvernement d'union nationale qui peut être tracé par l'exécutif quand il y a péril dans la demeure. Oui. Le gouvernement d'ouverture qui se base généralement sur l'ensemble des minorités au Parlement. Mais le gouvernement n'ayant pas la majorité a besoin de mettre tous ces gens-là, toutes ces entités avec lui. Voilà. Et puis le gouvernement homogène, où c'est ce qu'on a ici depuis la session au pouvoir exécutif de M. Ouattara, donc de gouvernement homogène, essentiellement composé de gens de son groupe. Donc on constate simplement que ce dernier gouvernement est encore un gouvernement homogène. C'est vrai qu'il y a Kakabe, mais Kakabe ne représente pas des militants, il n'a pas un parti politique derrière lui. Et donc c'est juste un gouvernement ouvert à certaines personnes, mais ce n'est pas un gouvernement d'ouverture. C'est ça. Nous-mêmes, au niveau donc, du Front populaire ivoirien, pour parler clairement, n'avons pas été approchés parce que l'approche indiquée dans ces cas-là n'est pas une approche individuelle, mais c'est une approche de parti politique. On approche la direction, par exemple, du PDCI-RDA, la direction du parti, du PDCI donne sa position, on approche la direction du FPI, etc. À ma connaissance, en tant que membre du secrétariat exécutif du Front populaire ivoirien, jamais cette question n'a été posée à l'ordre du jour d'une quelconque réunion. En tout cas, je ne suis nullement informé d'une quelconque approche du gouvernement. Et vous, personnellement? Non, pas du tout. Parce que même s'il y avait une approche personnelle à mon égard, n'aurait aucun sens. Parce qu'elle serait ramenée au parti. Voilà. Michel Gbagbo, vous avez dit que vous ne réunirez, en tout cas, vous ne réuniez pas vos origines françaises. Ah, vous n'avez pas oublié ça? Ah non, pas du tout. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous comptez garder cette double nationalité? Pour ma prochaine question, je veux juste votre réponse. Alors, je ne suis pas... Ça, je le dis juste pour taquiner. Okay. Hein. Je ne suis pas ivoiro-français ou franco-ivoirien. Je suis ivoirien et français. ET. Je suis né avec les deux nationalités et je compte ne renoncer à aucune d'elles. Vous comptez donc, vous n'avez pas d'ambition pour 2025 à la présidence de la République? Oula, comme vous y allez. Écoutez, je vais me contenter de gérer ma législature. Ensuite, on avisera concernant donc les municipales. Et puis, le moment venu, on verra. Mais pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout dans mon projet de vie de compétir pour l'élection présidentielle. C'est noté. Mais on suffira. Mais on peut compter sur vous pour être parmi ceux qui vont, écrire le nouveau visage du Front populaire ivoirien, ou pas? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Alors, vous... Madame, monsieur, et si je sors de cette salle, Blé Goudé, Picasse, que je connais bien, les autres, ouais. Kipré Stéphane, je pense que nous appartenons tous à une même génération et qu'on sera de toute façon appelés à nous côtoyer et tout le monde n'est pas obligé d'être chef, mais je pense qu'on peut faire la politique de manière consensuelle, de manière harmonieuse, en impulsant une nouvelle dynamique pour ne plus que la Côte d'Ivoire ne connaissent ce que nous avons connu ici. Et si c'est ça le pari, une dernière question. Si c'est ça le pari, oui, je pense que nous nous rejoignons. Une dernière question. Est-ce qu'il y aura une méthode Michel Gbagbo à Yopougon? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent de Michel Gbagbo qu'il va essayer de mettre en œuvre à Yopougon? Je vous rassure, c'est sa dernière question. Il y aura d'autres questions pour d'autres, mais André, ça sera sa dernière question. Tout dépend de la configuration. Si vous restez dans la configuration des législatives, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'en plus du débat au Parlement, en plus
du contact permanent, du contact de proximité avec les populations, nous puissions faire des tentatives avec des partenaires extérieurs pour lancer des projets. Si vous tombez dans la configuration municipale, oui. Oui, nous avons un large éventail de propositions que je ne peux pas développer ici, mais qui tiennent en une seule idée. La matière première de cette circonscription, c'est la population. Nous avons une forte population, instruite, capable, mais qui a besoin d'avoir à sa tête des personnes qui ont une vision, qui ont un projet. Nous avons ces projets-là pour Yopougon. Merci. Michel Gbagbo, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on aurait d'autres questions si on avait plus de temps. Et puis si vous n'aviez donné l'occasion de vous les poser. Mais bon, on aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez en quelques secondes un mot de fin. Ça a été un grand plaisir. J'espère que nous allons tous aller vers un véritable processus de réconciliation. Que les victimes de toutes les crises en Côte d'Ivoire pourront un jour enfin trouver la vérité et les réparations. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion et nous aurons tous l'opportunité d'accueillir ici, sur ce plateau, un jour le président Laurent Gbagbo et pourquoi pas Charles Blé Goudé aussi. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci Michel Gbagbo, merci à vous, chers amis autour de cette table. On vous souhaite de passer d'autres bons moments sur Live TV. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un moment de décryptage. On aura certainement l'occasion de décrypter votre passage sur ce plateau-là. Merci encore une fois. Merci à vous téléspectateurs, merci à tous les internautes qui ont été très nombreux à nous suivre au cours de ce rendez-vous-là. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.